Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre sur Mon Quotidien TV. C'est une séquence émotion à laquelle on va se livrer aujourd'hui puisque c'est la toute dernière émission qui sera produite dans ce studio dans lequel on avait nos habitudes, puisque Patrice Batman, le coproducteur, et Griffe Productions vont transformer tout ce studio dès demain. Ce sera le tout dernier tournage qui aura lieu et donc je suis ravi pour cette toute dernière d'accueillir Laetitia Blood. Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors, Mon Quotidien TV ne s'arrêtera pas définitivement puisqu'on reprendra à la rentrée dans un tout nouveau décor, une toute nouvelle saison. Mais pour cette toute dernière, je suis content de t'accueillir puisque tu es conteuse professionnelle et je trouve que cette magie, cet imaginaire qui t'accompagne au quotidien dans ton travail, c'est une belle façon de conclure en fait ces 3 années de travail sur ce plateau. Alors Laetitia, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est qu'une conteuse professionnelle? Tu sais compter jusqu'à combien? Eh bien, conteuse, voilà, je raconte des histoires, toutes sortes d'histoires, aussi bien des contes que des légendes, des mythes, des contes facétieux, des contes de sagesse, des contes philosophiques et aussi des récits de vie. Et je vais un peu partout où on m'appelle, beaucoup dans des bibliothèques, mais également je suis allée beaucoup dans des crèches, des écoles, dans la rue, chez des commerçants, en prison beaucoup aussi. C'est presque un travail de comédien, être conteuse professionnelle? Non, justement, en fait, c'est vraiment être soi-même le plus authentique possible devant le public et de s'adresser aux personnes les yeux dans les yeux et sans le 4e mur du théâtre, même si de nos jours le 4e mur a tendance à tomber de plus en plus, mais voilà, je suis moi-même devant eux, je m'adresse à eux et je les embarque dans mon univers. L'autre jour, je voyais une émission avec Daniel Auteuil qui disait que maintenant qu'il fait de la musique et qu'il interprète ses propres textes, il a été totalement dans une autre démarche artistique, puisque en tant que comédien, il a toujours dû rentrer dans les habits d'un personnage, et que maintenant qu'il défendait ses propres textes, il était très dans l'intime, dans ce qu'il faisait lui, et que finalement, il avait une autre relation sur scène avec le public. C'est un peu ce Oui. volet-là, plutôt ce que toi tu fais? Oui, c'est-à-dire que, en effet, être authentique sur scène, ça veut dire être au plus proche de soi-même, dans l'intime. Et je pense que plus on est soi-même, plus le public peut être touché par ce qu'on raconte, parce que comme on raconte quelque chose qui nous touche, que l'on porte vraiment, si on le met à distance de nous, le public n'entre pas autant dedans que quand on les englobe, quand on les invite à s'embarquer avec nous, quoi. Et voilà, être au plus proche de ma façon d'être, de ma façon de parler, de m'exprimer, c'est-à-dire avec mon corps, voilà. Et de ne pas être dans un personnage, ça m'aide beaucoup en fait à embarquer le public. Ça sous-entend qu'il faut que tu sois en accord avec le conte que tu racontes? Exactement, c'est sûr. Tu ne peux pas tout raconter? Non. Tu ne peux pas tout compter? Exactement, ouais. Et du coup, comment est-ce que tu fais tes choix? Déjà, est-ce que ce sont des contes que tu vas puiser dans des choses qui existent et donc tu comptes des histoires existantes, ou est-ce que tu comptes des histoires que tu as puisées dans ton propre imaginaire, ou les deux? En fait, les deux, d'une certaine manière, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'être passeuse d'histoires. C'est-à-dire ce sont des histoires qui existent depuis la nuit des temps et qui n'ont pas d'auteur et qui se transmettent de bouche à oreille et que ça passe par mes oreilles et que ensuite ça me traverse et que ça passe par ma bouche et que je le transmette, ça me touche énormément. Chaque personne qui a raconté cette histoire l'a fait sienne et y a ajouté quelques éléments, quelques ressentis, c'est ça, voilà. Et y a ajouté un peu de lui ou d'elle et l'a transmis. Et voilà, c'est très très riche. Et comment je choisis une histoire, en fait, c'est tout simplement si elle touche mon cœur. On dit ce qu'on raconte
ce qu'on dit ou ce qu'on raconte avec le cœur touche le cœur. Ce que l'on raconte avec la bouche n'atteint que les oreilles. Jolie phrase. Alors, sans aller remonter jusqu'à la nuit des temps, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir quand même aux prémices de ces choses-là, parce que tout le monde ne s'est pas levé un matin en disant « je vais devenir conteur professionnel ». Alors... Moi non plus. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une rencontre? Comment ça s'est passé Bon, alors déjà, quand j'étais petite, j'avais un appétit particulier pour les contes. C'était pour moi une manière de voyager. Tiens, comment on vit au Vietnam? Et puis, j'allais à la bibliothèque, je prenais des contes en cassette vietnamiens. Et puis, voilà, voyageuse immobile. Et puis ensuite, il se trouve que j'ai gardé l'enfant d'une conteuse qui était conteuse amateur, Régine Rieffolo. Et elle organisait des cercles de contes et on comptait toute la nuit. Donc moi, j'ai commencé quand j'avais 16 ans au lycée. Et j'ai jamais arrêté, en fait. Après, j'imaginais pas que ce soit un métier. Hein. Donc, j'ai fait des études de droit. Avant ça, bac littéraire, j'imagine assimilé Économie. Économie, finalement. Voilà, parce que j'ai pas l'esprit à me spécialiser. Ouais. Et puis ensuite, j'ai fait des études de droit. Et puis, j'ai été avocate, généraliste. J'ai pas l'esprit spécialiste. Et puis, mais je continuais à raconter dans des cercles amateurs, voilà. J'organisais moi-même des rencontres de conteurs et conteuses sur la péniche d'un ami au port de l'Arsenal à Bastille, à Paris. Et de fil en aiguille, bah voilà. Ça a pris le dessus sur ta carrière professionnelle d'avocate. Voilà, ouais. 2005, tu deviens professionnelle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le changement de statut entre le temps où tu le faisais à titre de loisir et le jour où tu bascules là-dedans? Ça a quoi comme conséquence dans ta vie? C'est une période où tout change. Tous les équilibres ont changé. Ça s'est fait un petit peu une façon, comment dire... Progressive? Non. Radicale? Ouais, radicale. C'est-à-dire, j'ai fait un burn-out dans mon métier d'avocate. Je suis quelqu'un d'entier et je ne pouvais pas faire les choses à moitié, mais voilà, j'ai beaucoup donné et puis je n'étais pas vraiment soutenue par mon patron. C'est le cas de beaucoup de collaboratrices et collaborateurs. Et en fait, il y a eu un moment où ça a été de l'ordre de la survie de passer à autre chose, en fait. Et naturellement, le conte était là. Je suis allée du coup de scène ouverte en scène ouverte. Et puis un jour, on m'a proposé un contrat. Et puis petit à petit, je suis devenue intermittente du spectacle, ce qui aide à vivre de son art. Oui, on cotise et puis voilà. Ouais. Et le fait d'être intermittente du spectacle, voilà, ça y est, j'étais lancée. Mais à l'époque, on était peu de conteurs et conteuses. On était 400 répertoriés en France. Maintenant, le chiffre a dû tripler ou quadrupler. Donc, tu es complètement professionnelle maintenant. Tu m'as dit qu'il y avait une thématique, un sujet particulier qui avait été important pour toi. Tout à l'heure, dans les contes que tu as énumérés, et d'ailleurs en préparant l'émission, tu m'as dit on a souvent un raccourci quand on dit qu'on est conteur. Les gens pensent toujours qu'on ne parle que au jeune public. C'est faux, tu nous as cité des exemples. Mais tu fais aussi des contes qui sont des narrations de vie. Enfin, des récits de vie. Des récits de vie. Oui. Et il y en a un tout particulier qui est important pour toi, dont tu voulais nous parler. Oui. C'est le naufrage d'un équipage dans lequel ton grand-père était, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Raconte-nous. Oui. Mon grand-père, Jean de la Frousse, ça ne s'invente pas, mais c'est son vrai nom, était Terre-Neuve, donc pêcheur à la morue, c'est-à-dire qu'il vivait 340 jours sur son bateau à l'année. Et il partait vers Saint-Pierre-et-Miquelon, vers le Groenland, les mers froides, pour pêcher ce poisson. Et en fait, avec son équipage, ils ont fait naufrage. Et ils ont été sauvés
Et c'est une histoire que mon père m'a racontée quand j'étais toute petite et je demandais tellement cette histoire qu'il s'était enregistré sur une cassette. Pour pas avoir besoin de répéter Voilà, tous c'est les ça. soirs. Et moi, je l'écoutais le soir dans mon lit et c'était l'histoire d'un gamin de 12 ans qui se retrouvait accroché à son bout de bateau comme ça dans la mer avec le capitaine pendant 3 jours, 3 nuits, sauvé par un navire norvégien qui passait par là. C'était terrible, mais chaque soir, mon grand-père s'en sortait, quoi. Et pourtant, c'était qu'un gamin. Et je pense que cette histoire-là, à force, elle s'est tellement imprimée en moi que je pense que ça vient de là, cet espoir inconditionnel que j'ai, que même dans les naufrages de la vie, on peut s'en sortir si on s'accroche. Et alors du coup, ce qui est assez intéressant dans ce travail que tu as fait, bon, en plus c'est un travail qui te touchait particulièrement, mais tu as dû faire un travail d'enquêtrice également, parce qu'en fait, toutes les informations, il a fallu aller recomposer le puzzle, hein, si j'ose dire. Comment tu as fait? Tout à fait. Oui, parce que dans ma famille, mon grand-père c'était un taiseux, comme beaucoup les Normands, les Bretons aussi. Et en fait, il n'avait rien raconté, j'avais même pas le nom du navire. Mais petit à petit, je suis allée à Fécamp, rencontrer les anciens Terre-Neuve, et puis les rencontrer, en fait, je me suis rendu compte que leur vie, c'était des véritables aventuriers, et ça m'a passionnée. Donc je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose au-delà de cette histoire que je porte. Et j'ai retrouvé le mousse du bord. Je pensais que c'était mon grand-père, mais en fait c'était lui, et il m'a raconté pendant 2 jours le naufrage. Avec lui, j'ai eu le nom du navire, donc je suis allée à la bibliothèque de Fécamp, j'ai retrouvé des archives de presse, j'ai retrouvé les articles, j'ai retrouvé les rapports des capitaines du bateau qui est sauveteur et du bateau qui a coulé. J'ai retrouvé 3 photos prises pendant le naufrage. Et de tout ça, j'ai fait aussi une exposition qui accompagne le spectacle. Le spectacle s'appelle « Tant qu'il y a de l'espoir » ou « La véritable aventure de Jean de la Frousse ». Et tant qu'il y a de l'espoir, c'est ce que disait le capitaine. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Voilà. Donc c'est incroyable, j'imagine l'adrénaline qu'il doit y avoir quand petit à petit, parce qu'il y a certainement des moments où tu as douté, où tu n'arrivais pas à trouver d'éléments, de réponses complémentaires à toutes les questions que tu devais te poser. Oui, oui. Et puis il y a eu des moments de révélation aussi où c'était pas tout à fait comme on me l'avait raconté. Évidemment, mon père avait brodé quelque chose et voilà, mais ça a été un travail sur une dizaine d'années, pas tout le temps, et voilà, mais découvrir tout ça. Et puis maintenant, j'ai une histoire de cœur avec l'association des Terre-Neuve de Fécamp, et où je suis très touchée parce que je suis un peu accueillie comme l'une des leurs. Ouais. Et parce qu'on a voilà, cet intérêt commun, et puis c'est un métier qui disparaît. C'est un métier maintenant qui se fait plus du tout comme il se faisait autrefois, et je sens qu'avec ce spectacle-là, j'ai un peu aussi un devoir de mémoire voilà, d'une vie passée. L'histoire, la notoriété de Fécamp, elle repose entièrement sur toutes ces centaines d'années de pêche à la morue. Voilà. À remuer le passé comme ça, comment ton entourage, tes proches, ta famille ont vécu cette expérience? Ah bah ça les a touchés parce qu'ils ont eu certaines réponses, mais je me suis aperçue qu'en fait personne n'était autant attaché que moi à cette histoire-là. Voilà, mais moi c'est parce qu'elle a vraiment bercé mon enfance, quoi, et elle m'a fait rêver, j'ai beaucoup, quoi. Elle m'a portée, en fait. Elle m'a portée. Aujourd'hui, tu as toutes les réponses que tu pouvais rechercher sur ce naufrage et sur cette histoire, tu les as? Il me manque une chose. Ah. Enfin, j'aimerais avoir la photo de celui du capitaine Raymond Ferron qui était sur le bateau qui a coulé, le Saint-Pierre et Saint-Paul. J'aimerais vraiment avoir sa photo parce que c'est la seule qui manque dans cette exposition que je fais. J'ai rencontré la fille de celui qui a sauvé le capitaine Martin, qui est venu sauver ses 36 hommes d'équipage. Norvégien.
Et non, en fait, non. il était fécond, ouais. Mais il était sur un bateau norvégien. Non, non, pas du tout. Il était sur un. Non, non, c'est parce que ça vient de la légende que mon père me racontait. D'accord, d'accord. Il y a cette partie légende qui est dans le spectacle, il y a la partie enquête, et puis il y a autour de la vraie histoire, voilà. Ouais. Et voilà, cette fameuse interprétation dont tu nous parlais, où en fait on prend l'histoire telle qu'elle est, on l'imagine, on l'interprète, on la redit, voilà, et puis finalement à la fin il y a des grandes différences. Voilà, c'est ça. Et pour moi, ça m'a fait un grand écart. Et du coup, cette rencontre avec la fille de celui qui avait sauvé mon grand-père était très émouvante parce que elle-même ne connaissait pas l'histoire. Elle avait le diplôme et la médaille pour avoir sauvé des gens de son père. Mais elle ne connaissait pas l'histoire, elle l'a découverte, voilà, et puis je lui ai offert à la fin le rapport de son père. Et puis elle m'a offert une photo de son père. Je mettais enfin un visage sur un nom, et puis sur celui grâce auquel aussi je suis là, quoi, parce que de fil en aiguille, si mon grand-père n'avait pas été sauvé à l'âge de 18 ans, en fait, et ben voilà, on ne serait pas là. On ne serait pas là pour en parler. Oui. Une conteuse professionnelle, ça dit des contes ou ça les écrit également, ça les fait paraître, ça existe? Ça existe, oui, oui, ça existe. Alors moi, pas, mais j'aimerais bien rencontrer une maison d'édition qui puisse être intéressée. Mais il y a beaucoup de mes collègues ou amis conteuses et conteurs qui ont publié ou qui publient régulièrement des contes qui portent dans leur répertoire ou qu'elles portent dans leur répertoire et puis qu'elles retransmettent. Donc actuellement, si jamais on veut entendre tes contes, le seul moyen, c'est de venir assister à une de tes représentations. C'est ça. Il n'y a pas de... Je sais que pour les livres, maintenant, il y a plusieurs applications qui existent de gens qui sont lecteurs de romans ou de choses comme ça. Toi, tu n'as pas du tout pratiqué cet exercice et ça ne fait pas partie des choses que tu souhaites faire? J'ai beaucoup raconté à la radio et j'aime beaucoup parce que c'est un autre rapport. Il n'y a pas la partie physique. Donc, c'est comment, avec ma voix et mes mots et mes silences, je vais transmettre voilà, quelque chose en sensibilité. Et c'est un peu comme parler au creux de l'oreille de quelqu'un. Donc, c'est touchant. Ouais, j'aime bien ça. Et cette recherche d'authenticité, le fait de devoir te livrer le plus simplement possible, est-ce que c'est quelque chose, du coup, qui doit rester absolument spontané ou est-ce que c'est quand même du travail pour apprendre à poser sa voix, pour apprendre à justement rythmer la lecture du conte? Est-ce que c'est des exercices que tu as fait? Est-ce que tu as suivi une formation pour ça ou est-ce que tout est une question de ressenti? Eh bien, beaucoup le ressenti, évidemment. Il y a des formations de contes. Et je viens juste de donner 3 jours là, de formation au Conservatoire de Paris 12. Une masterclass qui s'appelait « L'imaginaire à portée de voix et de corps ». Justement, l'intérêt d'être le plus près de soi, c'est-à-dire aussi dans l'intimité de sa voix, une voix posé, souple, un corps agile, à disposition. Ça ne veut pas dire qu'on va énormément compter avec des mouvements, etc. Mais comme on incarne de manière fugace un personnage, on narre l'histoire, on raconte, mais fugacement, on va être l'un et l'autre et plusieurs personnages. C'est important que le corps soit là parce que les personnages, on les prend dans le corps, on les prend dans la voix. On est comme tout d'un coup habité par ce personnage-là. Et c'est vrai que ça se travaille, ne serait-ce qu'en ayant conscience de ça aussi. Puis il y a des formations. Voilà. Donc du coup, tu transmets aussi, pas uniquement des contes de conteur à conteuse, mais également de l'expertise, de la transmission de compétences pour pouvoir... et c'est quelque chose qui t'intéresse et qui te plaît. Ah oui, oui. Ça ne fait pas partie de la grosse partie de mon activité. Moi, je dispense une ou 2 formations par an. Mais... Au compte-gouttes, si j'ose dire. Oui, mais parce que je suis beaucoup sur scène, en fait. Ouais. Et en fait, ça m'intéresse. C'est des moments toujours
passionnant parce que ça me fait prendre du recul sur ma manière de faire et je vois tout ce que j'ai intégré, tout ce que j'ai acquis aussi et qui peuvent venir de plusieurs choses, quoi. J'ai fait du Feldenkrais, j'ai suivi le théâtre du mouvement, d'autres pratiques, les arts martiaux. Et en fait, tout ça, ça nourrit ma pratique, ça nourrit ma qualité de présence sur scène, quoi. Voilà. J'aime le transmettre. Avant de clore cette dernière émission dans le plateau de Mon Quotidien TV, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur ton expérience professionnelle, sur ton parcours de vie? Est-ce que tu as quelque chose là qui va nourrir tes prochains mois, tes prochains jours? Il y a quelque chose que j'aimerais faire passer au public, c'est que les histoires peuvent toucher n'importe qui et tout le monde en fait. Il y a des histoires qu'on va raconter en effet aux tout petits, c'est un répertoire particulier, une manière de raconter particulière. Il y a des histoires qu'on va, raconter à des enfants, mais si vous voulez, pour nous, le tout public, il commence à partir de 7 ans. Et après, il y a tellement de niveaux de compréhension dans une histoire que ça peut toucher aussi bien des adultes qu'un enfant. Chacun prend ce qu'il a à prendre. Les contes sont des petits bijoux qui parlent directement à notre inconscient, c'est-à-dire qui touchent notre âme. Parce que les contes, ce sont il y a des pépites d'enseignement de vie ou de compréhension de vie. Ce sont des histoires profondément humaines, de parcours humain. Et même s'il y a du merveilleux dedans, tout ça, c'est symbolique. Par exemple, dans les contes où il y a toujours 3 sœurs ou 3 frères, c'est toujours le dernier qui réussit. C'est pas que le premier est toujours bête. C'est simplement que les 3 personnages, c'est nous-mêmes dans la vie. On avance et souvent, il faudra plusieurs fois avant qu'on réussisse. Ces contes-là, ils commencent par « il était une fois », ils finissent toujours bien. Et c'est pour nous montrer que dans la vie, on peut passer par des moments très difficiles, mais on s'en sortira. Ce sont des contes qui portent en eux l'espoir que les choses vont bien se passer. Ces contes-là, c'est de la bonne nourriture pour les enfants, mais c'est du réconfort pour les adultes. Bon, alors merci pour ce voyage au cœur des contes que tu récites, que tu contes auprès de tout public. Merci. En région parisienne essentiellement? Oui, mais aussi on m'appelle à droite à gauche. Je voyage un petit peu, je suis contente. Et on peut trouver toutes les informations pour te retrouver. On tape sur Google Laetitia Bloud conteuse. Tout à fait. Et on arrive à tes coordonnées facilement pour pouvoir te contacter. Oui. Merci, si tu veux bien. Beaucoup, je vais remercier tous les gens qui ont participé à mon Quotidien TV, et ils sont nombreux depuis 3 ans sur ce plateau de Griff Productions. Et après, je te propose un tout petit exercice d'impro, si tu es d'accord, puisque tu es conteuse et que c'est la toute dernière ici dans ce studio. Et ben, plutôt que de conclure moi de façon très institutionnelle, je voudrais que ça soit toi qui donne les derniers mots sur le plateau. Et Ludivine, qui est aux manettes de la lumière, nous permettra tranquillement de baisser petit à petit la lumière. On va le faire juste après que j'ai remercié, parce qu'il faut que je lise mon papier, il faut que j'y vois quelque chose. Mais donc, nous avons évidemment l'incontournable réalisateur de l'émission qui fait partie des gens qui l'ont imaginé, c'est Cyril Bartholomé, et je le remercie, il était encore aux manettes pour cette dernière. Évidemment, ils ont été très nombreux à nous accompagner, très nombreux, très nombreuses, avec José Pierre, avec Ludivine justement, Frédéric, Sandy, Nicolas, Bruno, Karim, Tom, Fabio, Sandra, Malou, Leïla, Assia, toutes les autres maquilleuses de l'école de maquillage de Paris, et évidemment mon coproducteur Patrice Batman de la société Griff Productions, qui donc va transformer ce studio. Griff Productions, ça continue, mais ça ouvre une nouvelle page de leur histoire. Et mon quotidien aussi va continuer à la rentrée avec un nouveau décor. On va se déplacer dans différents endroits pour vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui ont des choses à dire, mais qui n'ont pas l'habitude d'être sur des plateaux télé pour le faire. Eh bien, on va aller à leur rencontre. Ce sera pour la rentrée. D'ici là, moi, je vous souhaite un bel été et je laisse Ludivine baisser la lumière et on va se quitter avec quelques improvisations de notre conteuse professionnelle Laetitia Bloud. Bon été à tous et à la rentrée. Ciao. Laetitia, c'est à vous. À toi. C'était il y a quelque temps.
c'était exactement il y a 104 rencontres. À cette époque-là, c'était un temps comme on n'en avait jamais vu, une époque où on n'avait pas le droit de se rencontrer, une époque où les gens avançaient cachés, masqués. Et dans ce désert-là, il y en a qui ont eu envie de se rencontrer, de se retrouver, de partager quelque chose, de continuer la vie, d'amener l'espoir que les choses étaient toujours là, que les choses étaient toujours vraies, que les relations existaient. Et ça s'est fait au travers d'un écran. Jean-Sébastien, Patrice ont imaginé de rencontrer des personnes qui font la vie. Toutes sortes de personnes, et ils les ont accueillies ici. Et cette pièce ne serait pas assez grande si on réunissait tous ceux qui sont venus là et que maintenant on a le droit de réunir. Mais je pense, Jean-Sébastien, qu'ils sont là avec toi. Tu les as tous rencontrés, beaucoup, et tes collègues aussi, qui sont là dans la pièce. Alors, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de raison que ça s'arrête. Maintenant que les choses sont revenues à la normale, eh bien, je vous souhaite bonne chance, bonne continuation, que ce soit ici ou ailleurs. La rencontre sera là.